Bonjour tout le monde, toujours dans le module de Deep Learning et concernant le projet Chain Modeling. Donc, nous allons essayer de continuer sur ce projet. Donc, dans un premier temps, je vais défiler les principales étapes que nous avons déjà commencées et bien sûr dans lesquelles nous avons montré un ensemble de choses, à savoir l'intérêt de la préparation de données, comment la préparer ou bien comment les préparer. Ensuite, la création du modèle. Et actuellement, nous sommes normalement dans la phase de prédiction, c'est-à-dire comment faire des prédictions à l'aide de notre modèle qui est déjà entraîné. Et ensuite, on passe à une évaluation de notre modèle et éventuellement essayer d'améliorer sa performance. Donc, pour la phase de préparation de données, nous avons déjà montré comment ça marche dans la démonstration précédente et comment en fait appliquer ces différentes démarches afin de préparer les données, afin de les rendre prêtes pour entraîner notre modèle Deep Learning. Alors, il s'agit d'un dataset normalement contenant des différents types, surtout différents types de valeurs, à savoir catégorial, ensuite continue, discrète, binaire. Et nous avons, dans un premier temps, commencé déjà par connaître le type de problème, à savoir l'existence d'une colonne. Normalement, dont deux possibilités sont existantes, à savoir un ou bien 0. Donc, il s'agit bien d'une classification d'un problème supervisé de classification binaire. Donc ensuite, on a éliminé des features qui sont non prédicteurs, c'est-à-dire qui n'influencent pas la sortie. La sortie, normalement, si va quitter, un client va quitter la banque. Donc le fait que le client quitte ou quitte pas, donc ne dépend jamais de son numéro, ou bien son ID, ou bien son nom. Par contre, il peut dépendre des autres features. La raison pour laquelle on doit éliminer cet ensemble d'attributs, ou bien l'ensemble des attributs en général qui rentrent pas dans, dans les features prédicteurs. Ensuite, nous avons bien sûr euh, identifié les caractéristiques qui sont binaires et catégoriales. Par exemple, pour le cas ici de la variable catégoriale géographie, qui contient 3 pays, nous avons dit comme quoi en deep learning, en utilisant les bibliothèques Scalar, et bibliothèque Python, TensorFlow, Scalar. Donc, nous ne sommes pas capables de travailler avec des données à valeur chaîne de caractères, ou bien valeur texte, ou bien valeur catégorielle. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire des transformations. Donc, la transformation consiste à encoder, ce qu'on appelle l'encodage. Bien sûr, quand on parle d'une technique, normalement, certainement, il y a des techniques alternatives ou bien similaires. Et chaque technique peut s'appliquer à un problème bien défini. Dans le cas où nous avons des valeurs catégoriales dont l'ordre n'est pas important, c'est-à-dire à ce moment-là, on va utiliser le one-hot encoding. Par contre, le gender, binary et tout, donc on peut utiliser une autre manière d'encodage. Par exemple, le label encoder ou autre. Donc ici, nous allons commencer bien sûr par la catégorie, la géographie, d'accord? Donc ici, juste pour montrer qu'en quoi il y a différents types d'attributs. Non, normalement, c'est purement distanciel. Alors maintenant, en fait, pour les variables catégoriales, comment les encoder? Donc, on peut utiliser One-Hot Encoder pour avoir ce résultat-là. C'est-à-dire à partir de la colonne géographie, on peut la transformer en 3 colonnes différentes. Donc, normalement, on avait ici la France, d'accord? Donc, le premier pays est la France. Donc, la France a été codée sur 1, 0, 0. Et ensuite, la deuxième ligne, Spain. Spain a été encodée sur 0, 0, 1. Et certainement, l'Allemagne va se coder 0, 1, 0.
Donc, bien sûr, on a dit comme quoi, dans le cas où nous avons une variable, ou bien trois variables, dans le cas de catégorial, qui a été transformée premièrement en trois colonnes. Donc, nous avons montré comme quoi euh, deux colonnes peuvent suffire pour coder la même information et donner le même résultat. C'est pour cela, euh, il est important de les réduire en uniquement deux colonnes parce que certainement je vais garder l'information et en même temps je vais assurer pendant l'apprentissage une meilleure performance. Pourquoi pas? Pour éviter des liens entre nos neurones inutiles, surtout entre la couche d'entrée et la première couche cachée. Donc tous les neurones normalement qui sont attachés à cette variable qui est P3, normalement ils vont être supprimés. Donc supprimer ces neurones parce qu'ils vont servir à rien. Et si on les garde, certainement ils vont porter des poids et ces poids, certainement ils vont influencer sur la qualité finale des modèles. C'est pour cela qu'il est préférable de éliminer une colonne tout en gardant la même information. Bien sûr, pour les variables binaires telles que existe, n'existe pas, donc on peut en fait, les coder, par exemple ici le gender, d'accord? Donc le gender, donc femelle, mâle et ainsi de suite. Donc on va le coder de cette manière-là. Donc il va coder femelle par exemple par 0, ou bien par 0 et mâle par 1. Donc pour les ordinal variables, dans ce dataset, malheureusement, il n'existe pas. D'accord? Ordinal variable, j'ai dit comme quoi, si par exemple une variable exprime la taille, petit, moyen, grand. Donc petit, moyen, grand, ce sont des variables catégoriales mais ordinales. C'est-à-dire il y a un ordre. Et l'ordre, parfois, il est important de le garder pour que le modèle que nous allons entraîner puisse extraire cette, ce concept ou bien cette connaissance qui désigne la distance entre attributs, ou bien entre valeurs du même attribut. Alors là, en fait, une fois nous avons terminé la partie codage, à ce moment-là, on doit penser, d'accord, on doit penser normalement à comment extraire déjà la partie features et la partie target. Mais en réalité, dans le process normalement de data preparation, il se peut qu'on doit ajouter une autre méthode, c'est-à-dire euh, comment remplacer les valeurs manquantes. Donc cette étape n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement nous avons utilisé un dataset qui n'a pas ce problème. Il n'a pas de valeur manquante. Par contre, s'il y a des valeurs manquantes, alors à ce moment-là, il faut les traiter. Parce que en fait, il se peut qu'on voit un autre projet, d'accord? Mais juste ici pour vous dire qu'en quoi il y a ce qu'on appelle la partie de remplacement, de remplacement des valeurs manquantes. Alors comment ça marche? Alors là, voilà. Alors dans ce cas, par exemple, ce dataset normalement qui a plusieurs, d'accord, qui a en en total 81 donc 81 features. Donc la première feature c'est ID, on va l'éliminer. Target, il y a une seule. Donc finalement on a 79 predictive variables dans le cas de ce dataset. Éventuellement on va le voir euh, comme projet après ce projet en cours. Mais ici, en fait, vous regardez ici dans ce process de pipeline, pipeline analysis. Donc il y a le missing data, comment les traiter. Donc pour traiter les missing data, donc il y a bien sûr un ensemble de traitements qu'il faut faire. Finalement, ça rentre dans le process de deep learning. Alors là, bien sûr, ça n'existe pas cette partie-là.
Et aussi, il existe une autre partie très importante, comment corriger les erreurs ou bien les outliers. Parce que, en général, une fois nous avons un dataset, ça dépend de son origine. Parfois, il y a des origines qui, c'est-à-dire dans la sortie ou bien dans les données ne sont pas vraiment correctes. Donc, il peut il se peut qu'il y a des erreurs dessus, ce qu'on appelle les outliers. Donc, pendant la préparation de données, il y a aussi un processus qui s'appelle la correction des outliers. Donc, tout ça, bien sûr, pour garantir d'avoir un dataset qui est prêt à donner ou bien à être donné à notre modèle pour assurer un bon entraînement et éventuellement assurer un bon modèle. Parce que si vous avez remarqué, à chaque fois, je dis le terme éventuellement garantir un bon modèle. Le mot ici éventuellement parce que parfois, même si nous avons le dataset qui est très bien et tout, mais c'est très difficile de garantir un bon modèle. C'est pour cela que je dis à chaque fois éventuellement garantir un bon modèle. Alors là, dans cette partie-là, j'ai séparé la partie features et la partie target. Donc tout simplement en utilisant ces choses-là. Et ensuite, je vais splitter les données. Donc les splitter bien sûr avant la remise à l'échelle. Parce que pour garantir une généralisation de l'apprentissage, il faut que le rescaling soit appliqué sur la partie d'entraînement à part et sur la partie de test à part. Il faut surtout pas faire le rescaling avant le split pour garantir finalement, ou bien pour vérifier, ou bien pour aider le modèle à apprendre sur des données qui sont vraiment différentes de la partie de test, ou bien pour tester le modèle sur des données qui sont différentes par rapport aux données d'entraînement. Donc une fois splitté le data, donc bien sûr on constate que les données ne sont pas sur la même échelle. Donc les données qui ne sont pas sur la même échelle, certainement pendant l'apprentissage, la colonne ayant des données grandes, donc ils vont influencer le processus d'apprentissage. Parce que finalement, dans la formule de mise à jour de poids, donc on trouve la multiplication par le X, qui est le dataset. Donc le X contient un ensemble de colonnes, et surtout, cette multiplication, son résultat, soit influencé par des valeurs grandes, au contraire des valeurs qui sont très petites. Finalement, pour garantir que toutes les colonnes aient la même chance pour participer à la mise à jour des poids, donc il faut faire ce qu'on appelle la remise à l'échelle. Donc cette remise à l'échelle, bien sûr, on a fait en fait à la du code source en utilisant euh, donc je pense standard scalaire parce qu'il y a la remise à l'échelle, il y a la standardisation, il y a la normalisation, voilà. Et on a dit comme quoi la standardisation normalement est utilisée dans le cas où les valeurs suivent une distribution normale. Bien sûr, voilà, donc après avoir fait tout ce process dans le code source que nous avons réalisé la dernière fois ensemble, donc nous avons bien sûr, voilà, donc tout ce que nous venons de dire, elle est ici normalement après bien sûr importation des bibliothèques nécessaires et chargement du dataset. Et voilà le process qui est déjà pour le OneHot Encoder pour changer le payé. D'accord? Et ici, pour encoder le payé, cette partie-là, pour encoder le payé, et le rendre sous forme binaire 0, 1 ou bien 1, 0. Et ensuite, bien sûr, il y a la partie qui concerne l'encodage du gender. Et une fois nous avons ceci, donc notre dataset a été transformé en gardant uniquement les numéros et nous n'avons aucune valeur catégoriale. Alors ici, par la suite, nous avons, comme vous le voyez ici, on a séparé la partie features et la partie target et ensuite, normalement, nous avons splitté notre dataset. Splitté bien sûr avant de faire la remise à l'échelle.
Et la remise à l'échelle, nous avons utilisé standard scalaire. C'est une classe qu'il faut importer. D'accord? Donc, on a créé un objet ici qui s'appelle SC. Et juste après, on fait le rescaling de xtrain. Et bien sûr, on fait le rescaling de xtest. Donc, chaque ensemble a sa propre moyenne et a son propre écart type. D'accord? Qu'on va l'utiliser pendant le calcul. Sinon, si on utilise le rescaling sur x, on va utiliser la même moyenne et le même écart type. Donc, qui aide pas vraiment à savoir à ce que notre modèle va généraliser ou bien va sévir à ce qu'on appelle un overfitting. Alors ici, juste après, on peut bien sûr avoir un dataset qui a été remis à l'échelle. Et juste après, on doit penser à la partie modélisation. Dans cette partie de modélisation, normalement, la première chose, parce que nous allons utiliser ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire un réseau de neurones profonds, et la première chose à connaître déjà, c'est quelle est l'architecture de notre réseau de neurones. Donc, pour définir cette architecture, certainement, il y a des choses à connaître. Il y a des couches cachées, la couche d'entrée et la couche de sortie. Et j'avais dit comme quoi je peux connaître ou bien prévoir au préalable le nombre de neurones dans la couche d'entrée. Ici, il s'agit de 11. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons 11 features. Vous allez calculer ici, vous allez avoir 11 features. 11 features, c'est-à-dire c'est exactement le xtrain.shape. D'accord, le xtrain.shape. Donc, va vous donner, d'accord, va donner 11. Donc ça, 11, c'est le nombre de neurones de la couche d'entrée. Bien sûr, dans la couche cachée, on a dit qu'on ne peut pas connaître le nombre, aussi dans cette deuxième couche cachée. Par contre, dans la couche de sortie, on peut connaître le nombre. Il s'agit d'un seul neurone, pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit d'une classification binaire. Une fois nous avons une classification binaire, une seule sortie, ici dans l'output, peut suffire pour dire est-ce que notre enregistrement va appartenir à la classe 1 ou bien à la classe 0. Parce qu'ayant une probabilité comprise entre 0 et 1, par exemple, si j'aurais 0,3, alors inférieur à 0,5, donc elle appartient à la classe 0. S'il est supérieur à 0,5, donc elle appartient à la classe 1. Donc, pour les autres couches, bien sûr, je ne connais pas le nombre de couches à utiliser, ni le nombre de neurones dans chaque couche. Par contre, en général, il y a en fait, des propositions concernant des datasets bien spécifiques et ainsi de suite. Donc ça, si vous allez chercher sur Internet, certainement, chacun a sa propre manière de dire voilà le nombre de normes qu'il faut utiliser. Et si nous allons aller vers, par exemple, si nous allons aller vers ChatGPT, donc si on va poser la question, quel est le nombre de neurones à, à mettre en place, d'accord, dans une couche cachée, donc quel est le nombre de couches déjà, le nombre de couches cachées à utiliser, d'accord, utiliser pour un réseau de neurones profonds. Donc, si nous allons poser cette question-là, le nombre va dire dépend du contexte, dépend de la taille du problème, dépend d'un ensemble de choses. D'accord? Donc, dépend de divers facteurs tels que la complexité de la tâche, la quantité de données disponibles, la capacité de calcul. Parce que la capacité de calcul aussi, ça dépend aussi de votre matériel utilisé. Donc, il ne faut pas espérer mettre trop de couches cachées, trop de neurones dans chaque couche, et vous avez un simple calculateur. Certainement, le calcul ne va pas converger. Donc vous voyez ça, d'une part, le nombre de couches cachées, on ne peut pas le définir d'une manière exacte, mais il est couramment recommandé de faire ceci, cela, ça dépend de la nature du problème. Donc quel est le nombre? Quel est le nombre de neurones à mettre dans chaque couche? Tout à l'heure, j'avais posé la question combien de couches cachées. Maintenant, le nombre de neurones de chaque couche cachée. Donc,
caché. Voilà, certainement la réponse, normalement, ça dépend aussi. D'accord? Voilà, le nombre de neurones cachés d'un réseau de neurones est également un choix important et dépend de plusieurs facteurs. Il n'y a pas de règle stricte, mais voici quelques considérations générales. Complexité de la tâche, qualité de données, architecture de réseau, régularisation, puissance de calcul. Donc, vous voyez, donc, on pratique le choix de nombre de neurones de chaque couche cachée est souvent empirique. On commence généralement avec une configuration de réseau relativement simple, puis on ajuste les hyperparamètres en fonction de performance et ainsi de suite. Alors ça, en ce qui concerne l'architecture, nous avons adopté cette architecture-là, c'est-à-dire nous allons ajouter deux couches cachées et dans chaque couche, nous allons mettre 2, 4, 6 neurones par chaque couche. Alors bien sûr, une fois définir le modèle, donc il faut le créer. Donc pour le créer, il y a des étapes donc à suivre. Donc il faut bien sûr importer les bibliothèques nécessaires, telles que Keras Models séquentiel, qui est le modèle principal, et pas le Dance, qui permet de nous créer des couches. Donc modèle initialisé, par la suite, donc ça, initialiser le modèle, créer des couches cachées, et au sein de chaque couche cachée, il faut définir le nombre de neurones. Ça, c'est la première couche cachée. Elle a un attribut spécifique qui va en même temps nous créer la couche d'entrée qui a 11 neurones. Ça, c'est 6 neurones. Et par la suite, ReLU. Il est conseillé d'utiliser la fonction d'activation ReLU au sein du couche cachée. Ça, l'initialisation des poids qui se fait d'une manière aléatoire entre 0 et 1. Aussi, la même chose pour la deuxième couche et la couche de sortie qui contient un seul neurone et la fonction sigmoid pour être capable. Parce que ici, c'est obligatoire. J'ai pas le choix d'utiliser, d'accord, une autre fonction. Sigmoid, c'est obligatoire ici. Donc, il faut connaître qu'une fois que vous avez une classification binaire, il faut utiliser la fonction sigmoid comme fonction d'activation dans la couche de sortie. Donc ici, j'ai créé les couches, 3 lignes pour créer les couches. Et ensuite, j'ajoute l'ensemble des couches à mon modèle. Et bien sûr, une fois les ajoutées, il faut compiler, dans lequel on va utiliser l'optimizer qui est le type de gradient descent, c'est Adam. Et bien sûr, la fonction coût, parce qu'il s'agit ici d'une classification binaire. Donc, la fonction coût à utiliser, c'est binary cross entropy. Et matrix à considérer, c'est accuracy. Donc, accuracy, bien sûr, c'est une métrique en fait, on a plusieurs, tels que F1 score et le recall, et autres métriques qui peuvent intervenir ici, mais dans un premier temps, nous allons considérer accuracy. Donc, une fois créé ce modèle, donc on peut voir son summary justifié, bien sûr, d'accord? Si on a montré la dernière fois comment calculer les neurones. Et on a lancé les calculs ici, d'accord? Donc, les calculs, ils avaient dit la dernière fois comme quoi moi, dans une étape précédente, j'avais testé ce même projet et j'ai pas dépassé le pourcentage 85%. D'accord? Et j'avais vous demandé de refaire ce TP, je sais pas, est-ce que vous l'avez refait ou pas, pour juste vous demander quel pourcentage ou bien quelle accuracy vous avez eu. Donc, je repose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ça? Est-ce que quelqu'un parmi vous, elle a refait les étapes? Oui, non? Bon, en fait, je sais pas, c'est pas trop grave, mais en fait, il faut essayer, d'accord, pour voir. Moi, j'ai une accuracy dans la première itération 0,95 et juste après, j'aurai donc chose que j'ai pas souhaité. Parce que normalement, je m'attendais à avoir 0,85 pour espérer à augmenter la performance. Par contre, ici, la performance, c'est déjà 100%, donc j'ai aucun false négatif et aucun false positif. Parce que l'accuracy, normalement, c'est TP plus Tn sur TP plus Tn plus Fn plus Fp. Puisque ça donne 1, donc finalement, TP plus Tn égale à 100%. C'est-à-dire j'ai classé tout correctement. Mon modèle finalement classe tout correctement. Alors c'est pour cela, finalement, si nous allons utiliser la matrice de confusion, vous voyez,
Déjà ici, il n'y a aucun force. Force positive 0, force négative 0. Donc ça, c'est à l'aide de la matrice de confusion. Mais ce qui est important, on est arrêté ici la dernière fois. Donc tout ceci, c'est pour un rappel qui a duré 25 minutes, mais c'est pas grave. Alors là, finalement, on a dit il faut classer ce, ce client pour voir est-ce qu'il va quitter la banque ou pas, selon ces informations-là. Alors bien sûr, ces informations sont brutes et ne correspondent pas au notre dataset qui est, je sais pas finalement si je vais mettre dataset 2, voilà. Donc notre dataset, il est le suivant, d'accord? Ça correspond pas déjà parce que jusqu'à présent, nous avons le pays France. Par contre ici, nous n'avons pas cette information. Nous avons payé 1 et payé 2. Donc il faut codifier cette information. D'accord? C'est-à-dire là, donc nous avons ceci et en même temps nous avons le dataset 1. Voilà, nous avons aussi le dataset 1. Voilà, nous avons le dataset 1 qui a la forme suivante. Donc déjà, ça correspond à notre enregistrement à classifier. Mais il faut faire des transformations, c'est-à-dire comment changer la France. La France, normalement, vous voyez le premier payé, c'était la France. Et son code, c'était quoi? Après encodage, on a un 0. Donc au lieu de la France, on va utiliser l'information 1, 0. D'accord? Les deux colonnes. Et pour le sexe, gender, il est où? Gender 0. Et ici, gender 0, c'est pour dire femelle. Donc 0, 0 pour femelle. Donc 1 pour masculin. D'accord? Donc il faut coder ça 1. Et le reste, normalement, d'accord, il y a peut-être les autres, il n'y a pas de souci parce que sont numériques. D'accord? Donc voilà. Donc déjà, le crédit score 600, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le rescaling, mais en utilisant le même scaler, le même standard scaler. La même chose ici, il faut utiliser le rescaling et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux étapes. La première étape, c'est l'encodage et la deuxième étape, c'est le rescaling. Donc, déjà, il faut faire correspondre notre exemple de la manière suivante, c'est-à-dire 600, c'est bien sûr alors. Il nous faut, je pense, exemple, il faut 600. Attendez, je dois faire le X. D'accord, le X. Voilà, le X paye 1, paye 2. D'accord. Donc, notre exemple, il doit, déjà, je dois ajouter ceci. Le payer. Le payer, la France, c'est quoi? La France, c'est 1, 0. D'accord, la France, la France, c'est 1, 0. Datasat 2, vous voyez, la France, c'est 1, 0. Donc, c'est 1, 0. Par contre, notre X, notre dataset, il y a le pays ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire dans l'exemple? Dans l'exemple, il est où mon exemple? Je l'ai initialisé, voilà. Donc, il faut faire 1, 0. Le premier enregistrement 1, 0. Donc, 2, mais garder que 11 features. Je vais faire ceci, parce qu'il y a, au lieu de calculer, je peux faire ceci. Exemple, point shape. D'accord? Donc, 13 ici. Donc 13, c'est pas bien. Donc vous voyez ici 1, 0, c'est alors c'est pas bien. J'ai 1, 0, c'est pas. Donc le 600, attendez, je dois les rendre 11. Donc la France, j'ai déjà 1, 0, c'est bien. 600, elle est déjà là, c'est bien. Masculin, c'est 1, c'est bien. Âge,
âge c'est 40, donc dataset 2, dataset 2, voilà. Dataset 2.hit, je vais mettre 1 uniquement. Alors, le payé, c'est codé, c'est 1, 0. Le score, c'est codé, c'est 600. Voilà. Masculin, c'est 1, c'est codé. 40 ans, c'est... Il nous faut l'âge, il nous faut le gender. D'accord? Il nous faut le gender. Ah oui, d'accord. Le gender, c'est 1. L'âge, c'est 40, c'est bien. 3 ans d'entrée, c'est ça, au lieu de 2. Le balance, c'est ça. D'accord? Le balance. Number of products, 2. Donc, c'est exactement ça. Carte de crédit, oui, c'est exactement ça. Membre actif, oui, donc c'est ça. Salaire estimé, c'est ça. Et ici, normalement, il y avait un zéro. Donc un zéro parce que j'avais mis les payés à la fin. Vous voyez, c'est pour cela que j'avais 13. Donc il faut les mettre au début pour, en fait, pour garantir la même forme. Donc voilà notre exemple. Et il faut voilà, donc j'ai 11 et maintenant il faut faire la transformation. D'accord? Et finalement, exemple va correspondre exactement à une chose, à des entrées qui sont rescalées et qui, euh, qui respectent la même chose finalement. Voilà. Donc si je vais utiliser predict de notre modèle, donc je vais faire 0,99, c'est-à-dire il va quitter la banque. Sur 1, il va quitter. Donc selon les informations fournies, la probabilité c'est 1. Alors, bien sûr, par la suite, il faut penser à, bien sûr, autre étape. Comment, comment bien sûr, comment améliorer, parce que l'évaluation, on l'a déjà fait, c'est finalement c'est la matrice de confusion. Et à partir de cette matrice, je peux calculer plusieurs métriques, à savoir l'accuracy, le F1 score et un ensemble de choses et le recall. Mais maintenant, on va se poser la question comment améliorer la qualité de notre modèle. Pour ce faire, déjà, donc avant de passer à cette partie-là, donc on va travailler sur un autre projet, mais rapidement, si on va se poser les questions, d'accord? Donc ce sont les mêmes finalement. Nous avons travaillé sur un dataset qui est diabète et dont l'objectif c'est selon un ensemble de caractéristiques, on va voir est-ce qu'il a la maladie diabète, oui ou non. Et normalement, ce dataset, nous l'avons déjà utilisé, je pense, dans le problème de régression logistique. Donc, c'est l'occasion éventuellement de revenir à la régression logistique et éventuellement comparer les différentes performances pour finalement dire quelle est la technique à utiliser. Est-ce que c'est utile d'utiliser la régression logistique ou bien il vaut mieux d'utiliser un réseau de neurones profond? Donc, il faut tout simplement pour choisir ou bien pour décider, il faut évaluer les deux modèles. Bien sûr, ici, normalement, pour créer un réseau de neurones profond sur la base de ce dataset-là, il faut se poser les mêmes questions de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'encodage? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas des variables catégoriales. Est-ce que ça nécessite le remplacement des valeurs NaN? Oui, éventuellement. On ne sait pas parce que ici, d'après ce dataset-là, il ne contient pas de NaN values. Donc, il n'y a pas de process de correction. Sinon, le process de correction, je rappelle, il est important. Éventuellement, pour le projet prochain qu'on va faire, c'est finalement, il peut contenir 6 choses. Ou bien je vous montre juste les étapes pour faire les corrections. Donc, ce dataset, vous voyez, il n'y a pas les données ne se trouvent pas sur la même échelle, donc il faut faire un rescaling.
Mais pour faire le rescaling, il faut séparer déjà la partie features comme tout à l'heure. La partie features et la partie target, d'accord? Et ensuite, je peux séparer la partie training de la partie test. Ici, je vais utiliser 25% pour le test et le reste, qui est 75%, sera destiné pour l'apprentissage. Juste après, on fait le rescaling. Donc, on a fait le rescaling et voilà. Donc, bien sûr, juste après ça, on va faire l'apprentissage. Donc, bien sûr, si je vais réexécuter ces parties-là, d'accord, donc doivent marcher sans problème jusqu'à la phase de création de modèle. Donc, pour créer un modèle, ici, normalement, j'ai pas utilisé la métrique accuracy. À la place de accuracy ici, d'accord, j'ai utilisé normalement MTR. C'est une variable, mais derrière, il y a le recall. Et c'est quoi le recall? Tout simplement, recall, c'est une mesure dont l'objectif est de favoriser le nombre de trous positifs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut faire ceci, trou positif sûr, d'accord? Sur les trous positifs déjà, plus. Et ça, normalement, c'est un rappel. C'est un rappel. Rappel de quoi? De dire où sont passés, où sont les autres, les autres trous positifs, qui doivent être des trous positifs. Ils sont où? Ils sont des falses négatifs. Tous les fausses négatifs doivent être normalement, doivent devenir des trous positifs. Parce que ne sont pas réellement négatifs. Ils sont des fausses positifs. Et ces fausses négatifs, ils ne sont pas réellement négatifs. Ils sont des fausses négatifs. Et ces fausses négatifs-là doivent, doivent devenir des trous positifs. S'ils vont devenir des trous positifs, c'est-à-dire je vais améliorer la qualité de mon modèle dans le sens où j'augmente le nombre de trous positifs. Donc le recall, c'est TP plus TP sur TP sur TP plus Fn. Voilà, donc le recall. Et nous avons dit peut-être dans la phase recall, matrix, metric machine learning, exemple. D'accord, donc je préfère aller sur Wikipédia peut-être pour avoir la formule et tout. Wikipédia. Précision le recall. Voilà, relevant relative distance all relevant. Ah, ça dépend donc il est où? Le recall, positif, négatif. Et vous voyez, il y a plusieurs métriques, mais je cherche le recall. F1 score, il est là. Il est où le recall? Recall. Ah, normalement, je vais pas faire Wikipédia, je vais faire formule. Formule, normalement, c'est ce que nous avons fait. Je vais faire ça tout simplement. Correct prediction accuracy, ça c'est accuracy. Accuracy paradox. Tac, tac, tac. Parfois ça c'est précision. Ah, allez,
Voilà, recall true positif, true positif plus false négatif. C'est exactement ce que nous avons dit. Et sa capacité est de, une fois le recall augmente, c'est-à-dire si je vais avoir 100%, imaginez que je vais avoir 100%, c'est-à-dire je vais avoir 0 false négatif pour assurer par exemple 100 positif sur 100 positif. Quand est-ce que je peux avoir 100%? Une fois ça égale à ça. C'est-à-dire je vais avoir ici un 0. Le recall égale à 0, c'est-à-dire que je vais avoir un 0. Tout sont classés false négatif. Donc c'est ça le recall. Donc un exemple, le cas de dataset non équilibré. Par exemple, les maladies rares. Donc notre objectif est de détecter les trous positifs. Détecter par exemple les gens ayant Covid, une maladie rare. C'est ça. Donc il faut tenter pendant l'apprentissage à, à augmenter cette mesure, qui est le recall. Donc c'est pour cela, dans la partie matrix, il faut faire ceci. Donc on va voir, dans un premier temps, on va utiliser accuracy. Et nous allons trouver une matrice, d'accord? Une matrice que nous allons la nommer une, d'accord? Donc on va avoir une matrice que nous allons la nommer une et je vais réexécuter dès le début. Donc voilà, donc je vais réexécuter cette partie-là. J'ai l'accuracy, d'accord? Si vous avez remarqué, j'ai pas mis beaucoup d'époques pour éviter de faire beaucoup de calculs. Finalement, toujours notre modèle a tendance à augmenter l'accuracy. L'accuracy pendant l'apprentissage, c'est 78%, ou bien presque 79%. Donc, une fois faire la classification, donc vous voyez ici que ma maîtresse de confusion est la suivante, CM1. D'accord? Donc, toujours CM1 est la suivante, bien sûr. Et maintenant, je vais avoir CM2. Je vais avoir CM2. Et bien sûr, en changeant, on va voir le changement de la métrique qui a, comment il va influencer sur l'apprentissage. C'est-à-dire ici, c'est MTR pour dire métrique. Notre variable qui est exactement recall. Donc, je vais commencer à partir d'ici. Donc, si je vais faire l'apprentissage, regardez le recall, c'est une autre mesure objective à améliorer. Ici, c'est 64%, le recall. Et donc, si je vais calculer la matrice de confusion, vous voyez ici que, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ici. Ça, c'est le trou positif. Non, ça, c'est le trou négatif. Ça, 97, c'est le trou négatif. Donc, j'ai diminué pour augmenter, d'accord? J'ai augmenté le nombre de trous positifs. De combien? De 3 unités. De 3 unités. Ces unités sont repêchées à partir du false négatif qui est 21. D'accord? Ou bien l'inverse. Non, attendez. Tout à l'heure, c'est ici normalement les false négatifs. C'est 26. Non, le false négatif était 30. Le false négatif était 30. Maintenant, c'est 26 parce que c'est ça la nouvelle métrique. Le, le nombre de trous positifs, attendez, ici, parce que, il y a toujours un problème, c'est un, voilà, ça c'est trou positif, 93. Je l'ai augmenté en 97. Donc de 97, 3, de 93 à 97, c'est 4. Et ces 4 sont repêchés à partir des forces négatives. Donc le force négatif est diminué, d'accord? Pour augmenter le trou positif. Donc c'est ça l'affaire derrière. Donc c'est-à-dire si on a tendance à assurer une bonne détection du trou positif,
le cas de problème de maladie rare. Et ça, normalement, c'est la même chose que pour les datasets non équilibrés à ce moment-là. Il faut opter à changer la métrique vers par exemple, un recall. Donc ça, c'est d'une part, ça concerne le recall. Donc, par la suite, nous allons voir comment augmenter l'accuracy de notre modèle. Donc, je vais rendre ça, donc accuracy juste pour tester. D'accord, je vais rendre ça accuracy. Et nous allons voir comment assurer une meilleure performance d'accuracy par le biais d'un ensemble de pratiques. Donc, la question qui se pose, comment améliorer la performance? Donc, bien sûr, l'amélioration des performances d'un modèle en deep learning peut impliquer plusieurs stratégies et ajustements. Donc, la première chose, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est le choix de l'architecture de modèle. Donc, comment faire? Il faut essayer, d'accord, de changer l'architecture en ajoutant deux couches ou bien en supprimant des couches. Ajouter des neurones dans les couches cachées et ainsi de suite pour finalement, éventuellement, trouver l'architecture qui convient le mieux à votre problème. Ça, c'est un casse-tête, c'est pas évident. D'accord. C'est pour cela, parfois, il faut penser à comment automatiser ces tâches-là et les donner pour un supercalculateur capable de faire beaucoup de modifications et capable aussi de tester plusieurs configurations de nos architectures proposées. Et bien sûr, même les fonctions d'activation, ils peuvent influencer sur la qualité du modèle. Donc, parfois, il faut tester, surtout dans les couches cachées, il faut tester les différentes fonctions d'activation. Aussi, il faut tester la taille du lot, ou bien le batch size, qui est utilisé pendant chaque itération de l'entraînement. Aussi, le learning rate, c'est un hyperparamètre à réguler. Donc, le fait d'utiliser un learning rate grand peut risquer à sauter l'optimum. Sinon, si trop petit, ça risque de ne pas converger. Mais une fois parlé de ça, donc il faut imaginer la formule derrière de mise à jour de poids, parce qu'il y a une certaine multiplication par le learning rate. Donc plus le learning rate est grand, plus c'est-à-dire la mise à jour est grande. Le gradient devient, c'est-à-dire la mise à jour, la valeur de mise à jour devient grande. Et plus elle est petite, le learning rate est petit, plus la valeur de mise à jour est trop petite. Et ça risque de ne jamais atteindre l'optimum. Donc c'est pour cela, choisir un meilleur learning rate, c'est une affaire de régulation d'hyperparamètres learning rate. Et normalement, il y a des algorithmes, comme le cas de SGD, Stochastic Gradient Descent, qui peut, en fait, ou bien même ADEM, qui peuvent, pendant l'entraînement, ils peuvent changer la valeur de learning rate. Ensuite, il y a la régularisation. La régularisation on peut utiliser plusieurs techniques. Il y a des techniques dites L1, L2, ou bien il y a des techniques qui sont utiles pour désactiver le fonctionnement de certaines neurones. Et ceci, normalement, est bénéfique pendant l'apprentissage. Et ce, bien sûr, pour assurer de ne pas avoir un overfitting. Donc, de, le fait de garder tous les neurones actifs, c'est-à-dire certainement les valeurs de ces neurones-là correspondent ou bien ont tendance à s'adapter parfaitement, mais uniquement pour le dataset d'apprentissage. Donc ça, c'est un problème. C'est pour cela il faut parfois dire, voilà, je vais annuler pendant l'apprentissage, on annule un pourcentage de neurones. Donc ça, on va voir un exemple. Et là, ça, c'est le rôle de la couche dropout avec un D majuscule ici. Voilà. Donc aussi, comment initialiser le poids, ça c'est une affaire de recherche parce que c'est pas évident de trouver une méthode
ou bien une bonne méthode pour initialisation de poids. Aussi, la taille du dataset d'apprentissage, toujours normalement, on doit avoir un dataset dont la taille est acceptable pour assurer un bon apprentissage. Plus le dataset est grand, plus on apprend correctement. Plus le dataset est petit, plus normalement, euh, moins le dataset donc moins le dataset, moins l'apprentissage est performant. Ensuite, il y a le choix des algorithmes, d'accord, Adam, Nadam, RMS, Prop, et ainsi de suite. Et réglage d'hyperparamètres. Ça, on va voir, il y a des techniques, d'accord, qu'on va utiliser comme la recherche en grille, ce que nous avons utilisé. Parce que pour faire toutes ces choses-là, c'est pas évident. C'est pour cela, on va essayer de montrer comment ça fonctionne cette partie-là, et aussi comment ça fonctionne cette partie-là. Alors, la couche dropout, c'est utile pour donc désactiver des neurones. Donc, c'est quoi comment elle fonctionne? C'est déjà la couche dropout qui est utilisée dans les réseaux de neurones pour réduire le surajustement. C'est-à-dire si jamais je peux avoir un overfitting, c'est une architecture qui euh, une architecture accompagnée des valeurs bien précises des différents poids. Alors, normalement, elle peut concerner juste le dataset d'entraînement. Donc, pour éviter ceci et garantir éventuellement une généralisation de notre modèle, donc on va utiliser une couche dropout pour éviter l'overfitting. Donc, la couche dropout, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est-à-dire elle va désactiver aléatoirement un pourcentage de neurones pendant l'entraînement. Cela signifie que pendant chaque itération d'entraînement, un sous-ensemble différent de neurones est choisi aléatoirement et ignoré, ce qui oblige, ce qui oblige le réseau à apprendre d'une autre manière. D'accord? Si je reviens à l'architecture de tout à l'heure, ici, il se peut que une fois je vais utiliser un dropout, juste après cette couche-là, c'est-à-dire je vais ajouter une couche ici, dropout, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va par exemple désactiver aléatoirement à 10% des neurones. Par exemple, ici j'ai 6, alors 10%, je peux dire qu'un neurone sera désactivé. Dans chaque itération, de chaque époque. C'est-à-dire, certainement, la mise à jour sera influencée par cette désactivation. La mise à jour des autres poids, qui sont dans les autres liens, ils vont être influencés par cette désactivation. Dans la prochaine itération aussi, dans une autre époque, si je vais éliminer par exemple ce neurone-là, alors certainement les autres poids, ils vont être influencés par la désactivation de ce neurone, et ainsi de suite. Donc à chaque itération, je désactive aléatoirement. Pourquoi? Pour garantir que les mises à jour effectuées peuvent euh, en fait ne pas subir à un overfitting. C'est-à-dire le modèle résultat trouvé, il éventuellement, il n'a pas d'overfitting. Il n'a pas un apprentissage spécifique, d'accord, à une partie de dataset. Parce que tout calcul fait, c'est le dataset, il va influencer sur ces mises à jour-là. Et si je vais éliminer ça, certainement la mise à jour va changer. Donc pour ne pas tomber dans le piège où les poids, les derniers poids, les valeurs des poids que je vais avoir, ce sont des vecteurs, par exemple ici, ne concernent qu'une partie de données. Donc ça, c'est son dropout. Avec dropout, les poids, c'est un vecteur, l'ensemble des poids et pas uniquement un seul poids. L'ensemble de poids avec application de dropout, je peux par exemple pour ce même poids qui est ici, je peux à la place de 0,03, je peux avoir 0,2. Donc ça, c'est un modèle en incluant un dropout. Après chaque couche, bien sûr cachée, même ici, je peux d'accord, ajouter une autre couche dropout qui va éliminer ou bien désactiver pendant chaque itération des neurones, un pourcentage de neurones, et va
permet d'avoir autres valeurs. Donc ces autres valeurs-là, éventuellement, ils vont garantir ce qu'on appelle la généralisation des modèles pour éviter ce qu'on appelle l'overfitting. Donc le dropout, finalement, par la désactivation de manière aléatoire de certains neurones, il peut éviter l'overfitting. Et cela signifie que pendant chaque itération d'entraînement, un sous-ensemble différent de neurones est choisi aléatoirement et ignoré, ce qui oblige le réseau d'apprendre de manière plus robuste et à ne pas trop dépendre de certains neurones spécifiques. Le processus de dropout peut être interprété comme l'entraînement de plusieurs sous-réseaux. C'est comme s'il y a plusieurs sous-réseaux qui vont s'entraîner et finalement on peut choisir celui qui évite l'overfitting. Donc, c'est quoi l'avantage de dropout en général? Éviter le surajustement qui est l'overfitting. Amélioration de la convergence, c'est-à-dire si jamais il y a des neurones qui sont proches de zéro, donc avec la multiplication, ils vont jamais atteindre une convergence du modèle vers le poids optimal. Donc c'est pour cela la désactivation de certains neurones peut garantir d'arriver à cet optimum. Et bien sûr, réduction de la sensibilité au poids, c'est-à-dire si je ne vais pas utiliser les dropouts, notre modèle est très sensible à l'ensemble des poids. Donc pour éviter ceci, on utilise le dropout. Alors la couche dropout, c'est simple, donc voilà, après chaque couche cachée, surtout après chaque couche cachée, on peut, donc c'est pas obligatoire, mais on peut tester, d'accord? Si jamais elle, euh, elle constitue un remède à l'overfitting, donc il faut la garder. On la teste. Si on a senti qu'en quoi il y a un overfitting, c'est-à-dire, c'est quoi l'overfitting? C'est-à-dire, par exemple, on a qui aura si pendant l'apprentissage, on a 95% d'accuracy pendant le training, mais une fois nous avons testé, nous avons constaté que l'accuracy ne dépasse pas par exemple, le 45. D'accord? D'accuracy. 45%. Ceci dit qu'il y a un overfitting. Donc cette différence d'accuracy dit qu'il y a un overfitting. C'est-à-dire, notre modèle est très adapté au dataset d'apprentissage. Donc parmi les remèdes qu'il faut faire, déjà le premier réflexe, il faut essayer d'ajouter des couches dropout après chaque couche cachée. Si une autre raison, le neurone est profond. Donc, bien ajouter les dropouts, réévaluer le modèle et voir l'effet. S'il y a un effet positif, donc c'est bien, donc on garde les dropouts. Sinon, c'est pas la peine, il faut rechercher autre piste. Ceci pour vous dire que améliorer la qualité d'un modèle, ce n'est pas une tâche facile. Donc dans la suite, nous allons essayer de voir les autres démarches, d'accord? Toujours dans le sens à comment améliorer la qualité de notre modèle. Donc parmi les choses aussi, il faut utiliser la cross-validation. Cross-validation, certainement, pour éviter aussi ce qu'on appelle l'overfitting. Parce que sans cross-validation, je vais toujours apprendre sur le même dataset. Et je vais tester en utilisant le même dataset. Et ceci risque d'avoir un overfitting. Donc normalement, la première chose qu'il faut faire, c'est la cross-validation. C'est quoi la cross-validation? Et nous l'avons déjà présenté normalement dans la partie d'évaluation des modèles. Donc c'est une technique qui permet donc à partir d'un dataset initial, donc on peut déjà le diviser en deux parties, training data et test data. Mais ce training data et test data est à chaque fois calculé de la manière suivante. On va dire qu'on va diviser notre dataset par exemple en 5 parties, d'accord? Et on peut avoir, d'accord, 5 possibilités de division. C'est-à-dire utiliser ça pour le test, le reste pour l'apprentissage, ce qui est ici. Donc, la deuxième chose, la première partie pour le test, pour l'entraînement, la deuxième partie pour le test, et ça c'est pour l'entraînement. Donc toujours il va garder tout ce qui est en vert pour l'entraînement et pour tout ce qui est en bleu, on teste pour le test. Donc finalement,
on va avoir, pour chaque choix, on va avoir un accuracy, ou bien une performance. Donc finalement, quelle est la meilleure performance? C'est la moyenne. On ne va pas choisir celui qui a la meilleure performance. Pourquoi? Parce que si on va choisir la partie ayant la meilleure performance, on risque toujours d'avoir un overfitting. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser la métrique moyenne. La métrique moyenne et dire voilà, mon modèle est entraîné sur l'ensemble de datasets. Et à ce moment-là, sur une autre partie, d'accord, de test, c'est-à-dire ici de validation, je peux dire training, test, validation, à ce moment-là, je teste mon modèle pour vérifier son performance. Donc, bien sûr, pour utiliser la cross-validation, toujours, normalement, Scaler, il propose des modules ou bien des classes spécifiques pour cette affaire. Et ici, c'est cross-val score. Donc, comment l'utiliser? Donc, cross-val score, c'est estimator égale à model. Donc, modèle, normalement, je dois faire un modèle ici, d'accord. Donc, soit il est créé à partir d'une fonction qui doit retourner un modèle qu'on va voir tout à l'heure, ou bien carrément le modèle qui a été créé dans l'exemple comme tout à l'heure ici, par exemple, modèle égal. Voilà, modèle égal, modèle fit. Si. Par exemple, ce modèle, normalement, après à l'apprentissage, on peut le passer ici comme paramètre. Et voilà, ça c'est CV, d'accord? CV. Et CV, c'est cross validation égale à 5. C'est exactement ici, puisque nous avons ici 5 parties. Un jobs égale à moins 1. Un jobs, bien sûr, ici pour assurer ce qu'on appelle l'entraînement en parallèle. Si votre machine le permet, c'est-à-dire si elle a plusieurs cœurs, si votre machine est multicore, donc par exemple si nous avons 4 corps, ou bien le cas idéal si nous allons avoir 5 corps, donc on peut utiliser un jobs égale à moins 1 pour dire à la machine utiliser toutes les corps disponibles. Si je vais mettre égal à 3, je vais utiliser exactement 3. Donc la valeur moins 1 pour dire utiliser pendant le calcul, distribuer le calcul, ou bien l'entraînement sur tous les corps disponibles. Donc si j'ai 5 corps, je vais les utiliser totalement. Et pour garantir une accélération d'apprentissage. Et ce, normalement, est utile dans le cas où euh, nous avons réellement un environnement dédié pour le deep learning, c'est-à-dire un vrai serveur qui a toutes les capacités suffisantes pour faire le deep learning. Et ça, normalement, toujours on a besoin de machines puissantes, surtout GPU et tout. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est la cross-validation. Et par la suite, la question centrale aussi qui se pose, c'est comment bien choisir les hyperparamètres. Et ici, normalement, vu la capacité limitée de ma machine, bien sûr, j'ai pas configuré de sorte à ce que je, je- je mets comme paramètre tous les hyperparamètres. Je vais choisir juste quelques-uns dont leur, en fait, dont leur possibilité est limitée. Par exemple, ici, si je vais avancer juste pour vous dire ce que je souhaite faire, alors, un certain temps, il faut dire voilà mes hyperparamètres, je vais les passer en tant que grid ou bien grille, ayant un ensemble de valeurs clés-valeurs. Par exemple, pour le batch size, il peut, d'accord, il peut devenir batch size, voilà, ceci, il peut devenir un hyperparamètre. Au lieu de 10, je peux mettre 20, 30 et ainsi de suite. Le nombre d'époques, il peut devenir un paramètre régulable, d'accord, donc parmi plusieurs choix. La même chose pour l'optimizer.
Donc, au lieu d'Adam ici, je peux mettre directement Adam, mais je peux l'utiliser en tant que variable. D'accord? Donc ici, j'ai plusieurs hyperparamètres à éventuellement réguler parmi plusieurs. Donc je vais avoir une grid, d'accord, dans laquelle donc je vais avoir par exemple déjà pour le batch size, je peux dire voilà, pendant l'apprentissage, essaye de tester 20, essaye de tester donc 10, 20 et ainsi de suite. Je peux faire autant de valeurs que je souhaite. Mais plus que tu précises ici des valeurs, plus que le calcul devient très long. Parce que finalement, pour trouver le meilleur modèle à partir de cette matrice-là, donc il faut avoir toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, par exemple, si mon deuxième hyperparamètre c'est epox, et je vais mettre ici 100 et ici 500, donc ici combien de modèles, combien de possibilités juste pour ces hyperparamètres? Je suppose que tout le reste ce sont des constantes. Donc je vais avoir la combinaison suivante. Batch size 10, epox 100. Batch size 10, epox 500. Donc déjà j'ai deux possibilités. Batch size 20 et epox 100. Juste avec ça, j'ai 2 fois 2, j'ai 4 possibilités. Donc si je vais avoir un autre, d'accord, 30, je vais avoir 6 possibilités. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour uniquement ces deux valeurs. Supposons que je vais avoir pour l'optimizer. Pour l'optimizer, j'ai Adam. D'accord, j'ai Adam. Et j'ai aussi SGD. D'accord, parce que je connais pas la configuration meilleure pour garantir un meilleur apprentissage, bien un modèle performant. Mais il faut tester. Pour tester tout ça, il y a la technique ce qu'on appelle grid search. Donc ici, avec cette configuration-là, je vais tester cette valeur avec celle-là et avec celle-là. Ensuite, cette valeur avec celle-là et avec celle-là. Ensuite, cette valeur et ainsi de suite. Donc ici, le nombre de combinaisons, c'est 3 fois 2 fois 2. Donc ça devient 12. Donc 12 apprentissages. Donc 12, comme si j'ai 12 modèles. Et finalement, choisir le meilleur modèle accompagné de sa configuration. Donc imaginez le calcul derrière, comment il doit se faire. Donc il y a beaucoup de calculs qui nécessitent des calculateurs puissants. C'est pour cela, moi, pour éviter tous ces calculs-là, si je vais utiliser un seul modèle, je peux mettre epox ici égale à 500 et mon modèle va attendre un petit peu pour converger. Mais en utilisant que cela, normalement, il va, il va subir à un grid search traitement. Donc, je vais minimiser le nombre d'époques et même le nombre de cross-validation possibilities. Donc, finalement, c'est ça la manière qu'il faut adopter. Donc, je reviens ici pour vous dire que les hyperparamètres sont des paramètres du modèle qui ne sont pas appris pendant l'entraînement. Il n'y a pas d'apprentissage d'hyperparamètres, mais surtout on apprend les paramètres du modèle, mais qui sont définis avant le processus d'apprentissage. Donc c'est une affaire de réglage. Les hyperparamètres certainement influencent sur la performance ou même la convergence du modèle, parce qu'il y a différence entre performance et convergence. Donc, grid search ou recherche par grille est une technique d'optimisation des hyperparamètres couramment utilisée, c'est-à-dire la grid search, en apprentissage automatique. La grid search consiste à spécifier une grille d'hyperparamètres à évaluer, puis entraîner et évaluer le modèle pour toutes les combinaisons possibles de ces hyperparamètres. Pour chaque combinaison, la performance du modèle est évaluée à l'aide d'une métrique spécifique, soit précision, soit rappel, soit un score, soit ce que vous voulez. Donc, ça c'est la théorie. Techniquement, il existe une classe qui s'appelle Grid Search CV, d'accord, qui est
dans la partie sklearn. Mais il faut mettre dans votre tête que nous sommes en train d'utiliser Keras. Donc c'est pour cela, bah, on doit avoir un lien entre sklearn et Keras. Donc Grid Search CV est une classe de sklearn qui permet de réaliser une recherche systématique des meilleurs hyperparamètres pour un modèle en utilisant une validation croisée. La validation croisée, on la connaît déjà. Donc, il faut importer les bibliothèques. Donc, Keras Classifier. Donc, je vais utiliser un Keras Classifier de scikeras et aussi cross-validation de model selection. Toujours de scaler. Tout ça, c'est de scaler. Donc, maintenant, c'est comment je vais créer mon modèle. Donc, parce qu'il faut passer à la classe Keras Classifier que nous allons utiliser. Parce que je dois correspondre à ça pour que je puisse utiliser ces métriques-là. Il faut que je vais utiliser quelque chose de scaler. C'est pour cela je vais mon modèle à partir de Keras, je vais le passer, d'accord, à Keras Classifier qui va me retourner quelque chose qui correspond à scaler. Et ceci par le biais d'un paramètre modèle égal build classifier. Et ça, c'est une fonction. C'est une fonction dont l'objectif est de retourner un modèle. Et bien sûr, je peux lui ajouter les paramètres habituels. Finalement, je dois faire ceci pour, après l'utilisation de Grid Search, je peux choisir le meilleur paramètre à partir d'une grille. Les meilleurs paramètres, par exemple, pour le cas que nous allons voir, on a batch size 20, on a epochs 10. Mais pourquoi 10? Parce que tout simplement dans les paramètres, j'ai utilisé 5 et 10 époques. Mais c'est pas bien. Il faut, si vous avez un super calculateur, il faut mettre au moins 500 000. Mais pour moi, j'ai réduit ça pour éviter des calculs longs, pour éviter d'attendre longuement, d'accord? Donc si je reviens ici, donc ça, là, bien sûr, parce que vous avez donné deux possibilités, soit 5, soit 10, certainement 10 époques, ils sont meilleurs. Même si je vais ici changer 10 par 100, je vais ajouter aussi 100, il va choisir le 100. Alors. Et l'optimizer parmi deux, d'accord, parmi deux, donc il y a Adam et il y a SGD, il va dire que le SGD est meilleur. Parce qu'au préalable, je ne connais pas quel est le meilleur optimizer. Est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est SGD? Est-ce que c'est autre? Si tu souhaites tester un autre optimizer, il faut le mettre ici. D'accord? Faire ici tous les optimizers qui sont, euh, qui sont candidats d'être un bon optimizer. Donc voilà, donc ici c'est l'optimizer trouvé d'après cette configuration, c'est SGD. Et le best score c'est 80, 74%, 8. Donc ça c'est pour le grid search. Donc finalement, on a dit que ici donc Keras classifier, modèle égale build classifier. Et ça c'est une fonction que vous pouvez l'appeler create model par exemple. Moi j'ai créé une fonction qui s'appelle build classifier dont la chose et le corps est le suivant. Donc elle peut accepter un ou bien plusieurs paramètres. C'est vrai, moi ici j'ai mis en place un seul paramètre pour juste vous montrer comme quoi même les paramètres qu'on peut utiliser ici, parce que la phase compile, d'habitude on l'utilise de manière optimizer égale à Adam ou bien autre. Mais pour rendre ceci configurable, donc je peux passer une variable comme paramètre dans la signature de la méthode et je vais utiliser cette variable, cette valeur. La même chose pour loss. Si vous avez autre possibilité, parce que ici c'est une constante, mais vous pouvez la mettre loss, d'accord?
et la passer en tant que deuxième paramètre. La même chose pour les métriques. C'est vrai, ici j'ai utilisé accuracy, mais vous pouvez mettre, je ne sais pas, une liste des métriques comme paramètre. La même chose pour les fonctions d'activation. Vous pouvez ajouter l'autre paramètre hidden, hidden activations égale à, je ne sais pas, les différentes possibilités. Donc et voilà, donc toute chose ici qui est constante, même le nombre de couches, le nombre de neurones dans chaque couche cachée, il peut être configurable. Vous pouvez l'ajouter en tant que paramètre. Donc c'est pour cela d'ailleurs le Keras classifier, il vous donne cette manière de faire pour rendre notre modèle capable d'être généré par le biais d'une fonction paramétrable. Alors là, après définition de la fonction build classifier, qui va suivre les étapes habituelles pour créer un modèle. Donc d'après sa création, créer les couches cachées, ajouter les couches, la couche de sortie, créer la couche de sortie, ajouter les différentes couches à notre modèle, faire la compilation, mais tout ça c'est ce qui est important, c'est paramétrable. Et finalement, la fonction doit retourner notre modèle. C'est-à-dire une fois je vais faire modèle égal à build classifier, c'est-à-dire comme si je vais utiliser ce modèle-là. Alors ensuite, bien sûr, on peut l'utiliser de cette manière-là. Et une fois on a le modèle, je peux faire un fit, d'accord, X, Y, machin, et ainsi de suite. Et je peux faire les précisions et tout, d'accord. Voilà, donc c'est-à-dire toujours, je peux, donc à ça, c'est la manière classique. Je peux utiliser mon modèle de cette manière-là, ou bien de cette manière-là, en utilisant uniquement le cross-validation, ou bien je peux le créer par le biais d'un grid search. D'accord? Regardez, c'est grid search cette fois-ci qui va faire le fit. Je vais faire le fit, pas sur le modèle lui-même, d'accord? Mais je vais le faire sur un grid search qui va recevoir en paramètre xtrain et ytrain. Et bien sûr, le grid search, il contient déjà l'estimator qui est modèle, notre modèle que nous avons, que nous avons créé par le biais de ça, d'accord? Et voilà, donc paramGrid en utilisant différents paramètres, donc il va ici créer différents modèles en fonction des paramètres fournis, d'accord? Et scoring égale à accuracy, donc je peux mettre ici scoring égale à accuracy, CV cross validation égale à 5, et je peux assurer un apprentissage en utilisant les features, la partie features et la partie target. Et une fois fait l'apprentissage, il va nous créer combien de modèles? Plusieurs modèles, d'accord, selon la combinaison des différents paramètres qui sont définis dans la grille de recherche. Et vers la fin, notre modèle, ou bien hypermodèle, on peut récupérer les meilleurs paramètres par le biais de l'attribut BestParams. Voilà les paramètres meilleurs et voilà le score meilleur. Donc, vous voyez, certainement avec cette technique-là, vous pouvez, vous pouvez configurer le plus possible, d'accord, selon la capacité de calcul de votre machine, faire une configuration de d'apprentissage pour définir quels sont soit en termes d'architecture ou bien en termes de optimizer ou bien en termes de d'autres hyperparamètres. Donc voilà. Oui, oui, oh, oui.
En ce qui concerne le deep learning, oui, c'est ça exactement, c'est ça la méthode. Voilà la méthode. La méthode, c'est passer par le biais de grid search. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais fixé la question et j'ai dit, est-ce que ça concerne le deep learning? Et vous m'avez dit oui. C'est pour cela que j'ai dit, voilà, c'est ça la technique. Mais ça, oui, en fait, pour chaque, regarde, pour chaque type de modèle, c'est-à-dire est-ce que c'est un arbre de décision, bien est-ce que c'est de la régression, bien est-ce que c'est SVR, c'est SVM, est-ce que ceci, est-ce que cela, pour chaque type de modèle, je peux, s'il est paramétrable déjà, parce que les arbres de décision acceptent des hyperparamètres, mais pas de la même manière que les réseaux de neurones. Le, le SVM, classifier, Support Vector Machine, il accepte des hyperparamètres, mais différents des arbres de décision et différents aussi des réseaux de neurones. Mais finalement, tu vas dire, voilà, moi, pour résoudre ce problème, je vais utiliser les réseaux de neurones profonds, éventuellement les random forest, éventuellement les, les SVM, le SVM, et pour chaque euh, type de technique, tu vas essayer de faire un grid search applicable à cette technique-là pour éventuellement, si tu vas choisir trois techniques. Donc pour chaque technique, tu as la meilleure configuration et le meilleur score. Trois techniques, chaque technique, tu as la meilleure configuration et le meilleur score. Et finalement, garder la technique ayant le meilleur score accompagné de la meilleure configuration. C'est ça ce qu'il faut faire. D'accord? Donc voilà, donc finalement, ceci est euh, comment faire. D'accord? Donc pour moi, c'est simple. D'accord? Donc vous avez le data, il faut connaître comment le visualiser pour voir la nature ou bien le type de problème, les types des attributs, d'accord? Ensuite, faire un split, faire la standardisation. Vos données jusqu'à présent sont prêtes à utiliser pour entraîner le modèle. Vous allez créer une architecture ici, c'est deep learning, mais vous pouvez utiliser, je l'avais déjà dit, comme quoi ce même dataset, je l'ai utilisé dans la régression logistique. Il faut revenir à la régression logistique. Moi, j'ai pas gardé le score, mais il faut finalement voir quel est le meilleur score. Vous pouvez utiliser aussi SPM, d'accord? Pour comparer. Donc ici, donc on a ceci et vers la fin, tu compiles, tu crées les paramètres, tu fais un ensemble de choses, d'accord? On sait ce que ça veut dire la confusion, la matrice de confusion, on sait ce que ça veut dire une fonction qui va paramétrique ou bien paramétrable, qui va retourner un modèle. Donc c'est ça mon intérêt, c'est de connaître ces choses-là, d'accord? Donc la précision ici, c'est quoi en fonction de cette manière de faire, parce que je vais appliquer un cross-validation. Ici, c'est toujours, il va faire l'apprentissage 5 fois. D'accord? D'accord? Donc, il est en cours d'apprentissage. Il va me retourner 5 précisions. Ça, pour vous dire comment ça marche, le cross-validation à part. D'accord? Liar. Donc, ici, peut-être il y a return result. Je ne sais pas, est-ce que c'est erreur ou bien juste warning. Fail whale, decor, this 5. Will be to none if that's failure not accepted if you can. Finalement, none, je sais pas, oui. Argument liar. Missing or position argument liar. Donc ça. Optimizer. Certainement ici, normalement, parce que j'avais utilisé ça avant de rendre paramétrique. Donc si on va éliminer ce paramètre-là,
et on va réexécuter, ça doit fonctionner cette partie de cross-validation à part. Mais jusqu'à présent, cette fonction, cette même fonction, elle est destinée pour grid search. Donc on va tester pour le grid search. Donc on espère que toujours il y a erreur ici, je comprends pas. Donc on va voir l'erreur. Normalement j'avais tout cette layer, argument layer, missing required position argument layer. Attendez, est-ce que alors add keras, alors optimizer model head layer dance, c'est quoi head layer? Métrique accuracy, binary cross entropy optimizer model. Normalement, j'avais pas importé de modification. Ah voilà, add. Ici, tu vois, vous voyez, parce que tout à l'heure, j'ai voulu ajouter parce que ça, c'est la chose qu'il manquait. Vous voyez, parce que j'avais testé normalement le dropout à part. Voilà le dropout. D'accord, je l'ai utilisé à part. Ça, juste pour vous montrer d'une autre manière l'effet de dropout sur notre modèle. D'accord? Pour éviter l'overfitting, nous avons dit. Donc, je reviens à notre fonction. Ah, donc, tout à l'heure, j'avais modifié ça. Euh, voilà, elle ne contient pas ceci, donc c'est bien. Donc, voilà et voilà. Et ici, normalement, il y a l'apprentissage. Il doit terminer. Par la suite, il va afficher les précisions et on va aller vers Grid Search pour éventuellement avoir les résultats qu'il faut. Donc voilà, donc on est aussi. Voilà, donc maintenant il a terminé sans aucune erreur. Il a donné les différentes précisions, 81, 81%, 74%. C'est-à-dire, ici c'est pour vous montrer l'intérêt d'overfitting. D'accord, donc il faut entraîner notre modèle en utilisant une technique de cross-validation. Et le cross-validation, il est inclus dans le grid search parce que grid search, cross-validation. Ici, j'ai utilisé cross-validation à part, mais ici, je vais utiliser au sein d'une grille. Grille ayant une matrice de paramètres. Parmi ces paramètres, il y a le batch size. Il y a le nombre d'époques que j'ai réduit euh, d'une manière, d'accord, c'est-à-dire pour éviter d'attendre beaucoup de calculs. Donc, il y a ici voilà. Et je pense que j'avais déjà lancé, il est en train de calculer. Vous voyez, il va mettre le travail en assurant 2 fois 2 fois 2. Donc, il va créer 6 modèles. 6 modèles en utilisant 5. Donc, ici, à chaque fois, comme si on a 30 modèles. D'accord? Qui va les évaluer. Donc, il va faire les métriques qu'il faut. D'accord? À chaque fois, il recommence. Regardez ici, on est déjà arrivé à l'époque 10 parce que je suis maintenant dans ce hyperparamètre. D'accord? Et il va recommencer à partir de 1. D'accord? À partir de 1 jusqu'à 10. Et ainsi de suite. Revenir de 1 jusqu'à 10, revenir de 1 jusqu'à 10 parce qu'il va garantir pour l'optimizer ASGD et pour ceci et ainsi de suite. D'accord? Une fois terminé toutes les combinaisons qu'il faut, d'accord? À ce moment-là, on peut dire voilà la meilleure configuration. This search object has now attributed best params. Best params. Comment ça se fait? Oh, grid search has now attributed best params. Euh, je sais pas finalement. Normalement ça doit marcher. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Grid search.fit. Donc voilà grid search.fit. J'ai grid search. Et pourquoi il dit ça n'a pas? Grid search CV object now best params. Best params. Ici il y a de l'espace. Je sais pas. Ah, ça, je connais pas cette erreur-là parce que ça m'étonne quand même. Donc, share object has not attributed best params. Ah, ça, chacun, il va parler à sa manière parce que euh, import grid search.
Moi, je m'attends. Je vais tout simplement relancer, d'accord? Parce que tout à l'heure, ça fonctionnait. Il ne faut pas que ça fonctionne une fois et une autre fois, ça fonctionne pas. Ta. Finalement, si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On peut trouver la réponse, mais pas maintenant. Parce que pour moi, ça doit fonctionner. Grid search fit. L'apprentissage se fait de manière correcte. Il faut attendre la fin de toutes les combinaisons possibles. Best estimator. Moi, je sais pas finalement. Moi j'utilise une best estimator. Il est toujours là. Non, 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 non. Parce qu'on ne peut pas l'exécuter avant. Regarde. Il va mettre un étoile, comme quoi il est toujours en attente. Maintenant, ça marchait, tu vois. Je sais pas, finalement, ça marchait maintenant. Parce que regarde, il est déjà terminé l'exécution. Il n'y a plus le. Donc, cette a marché, ceci marché, et ceci marche. Donc, voilà le meilleur score. D'accord, obtenu. Donc, voilà, ceci concerne les étapes à suivre pour créer un réseau de neurones profond. Donc, les étapes pour définir l'architecture et les étapes, donc avant déjà, trouver les étapes pour garantir un bon dataset, qui est la transformation du data, éventuellement avoir aussi la partie qui concerne la correction des données et le remplacement des valeurs nulles ou bien le traitement des valeurs nulles. Par la suite, les étapes pour créer une architecture d'un réseau de neurones profond et éventuellement ajouter après chaque couche cachée un dropout pour éviter l'overfitting. Et aussi comment utiliser le grid search et ce pour en fait choisir, c'est-à-dire la question c'est comment choisir la meilleure configuration parmi plusieurs hyperparamètres. Donc le choix, c'est la technique de grid search. Donc grid search, nous avons aussi montré comment utiliser le grid search qui va mettre en œuvre euh, le traitement ou bien le test de plusieurs hyperparamètres, à savoir le batch size, comment choisir le meilleur batch size parmi une liste de batch size, comment choisir la valeur d'époque parmi plusieurs valeurs. Je peux mettre ici 500, 1000 et ainsi de suite. Mais il faut avoir ceci, il faut faire attention parce que votre machine va souffrir pendant le calcul. C'est pour cela ces valeurs-là sont. Parce que il va créer pas un seul modèle, mais plusieurs modèles. Donc il faut faire attention. Si le cas, vous allez utiliser un supercalculateur, ok. Sinon, il faut utiliser des valeurs petites. Aussi les optimizers, quels sont les optimizers disponibles? Voilà. Et finalement, le Grid Search CV va vous permettre d'avoir votre modèle qui est issu à partir de notre fonction de make classifier ou bien build classifier en se basant sur cette grille de paramètres. D'accord? En utilisant le cross validation égale à 5. Et je vais entraîner pas le modèle mais grid search parce que c'est comme si il a effectivement elle a la méthode fit. Donc, et à chaque fois,
Cette technique-là, elle va assurer la création de plusieurs modèles, bien sûr, et vers la fin, elle va tout mémoriser pour qu'elle donne, cet objet-là nous donne les meilleurs paramètres et le meilleur score. Donc comme ça, vous, après, vous allez utiliser votre modèle, la création de modèle qui se base sur, voilà la configuration, et le recréer de cette manière et éventuellement le déployer pour une utilisation finale. Donc voilà, cette partie de démonstration touche à sa fin, donc dans le reste, on va voir ce qu'on va faire. Bien avant ça, je sais pas, j'avais ici tout à l'heure voilà, ça, c'est un site dans lequel il y a plusieurs choses. D'accord, donc juste pour vous, parce que Dropout Regularization in Deep Learning Models with Keras. Donc même pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que si vous allez lire ces différentes choses, est-ce que vous allez comprendre, par exemple, label encoder, crossword score, Keras classifier, SG2, dense, séquentiel. D'accord? Pour moi, toutes ces choses-là, vous devez les comprendre. D'accord? Sauf là, peut-être on n'a pas utilisé cette bibliothèque. Bon, comment ça s'utilise, je ne sais pas moi aussi. Mais finalement, le plus important, c'est être capable de lire un code source et de comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Donc, create baseline. Baseline, c'est un modèle de base. C'est-à-dire un modèle très naïf, très simple, qu'on va utiliser pour se comparer avec. C'est ça, c'est start field. Oui, d'accord. Donc finalement, voilà, le plus important, c'est être capable de comprendre si vous allez suivre dans le même sens et essayer d'avoir des auto-formations. Donc le plus important, vous avez le bagage minimal qui vous, qui peut vous garantir ça. Sinon, j'avais préparé aussi normalement des questions à propos de... Donc il y avait des data mining, je pense. Voilà, courses, évaluation, je pense ici. Voilà, c'est là. Donc voilà, ici, normalement, aussi, il faut essayer de, je vais vous envoyer ça, essayer de déjà se positionner pour voir est-ce que vous êtes capable de répondre à ce type de questions, soit dans la partie Amalop, ça, on ne l'a pas fait, c'est vrai, mais il y a la partie analyse aussi, on ne l'a pas fait profondément, on a juste fait la partie encodage, donc tout ce qui concerne l'encodage, normalement, vous devez être capable d'y répondre. Cette partie-là aussi, il faut que vous soyez capable de répondre. Même la partie modèle et ainsi de suite, même la partie optimisation. Donc essayez, je vais vous envoyer ça, essayez de voir pour avoir un bagage finalement en ce qui concerne le deep learning. Donc voilà.